Il y a, à travers ce qu'on peut voir, il y a effectivement tout ce à quoi on peut espérer, aspirer, et puis après, tout ce à quoi nous sommes confrontés dans la vie de tous les jours, et parfois le principe de réalité qui fait qu'entre notre souhait et comment on peut le transformer en réalité, c'est pas toujours évident. Donc ça fait, comme je dis souvent, hein, quand on est entrepreneur, il faut faire preuve de grande humilité, parce que parfois on peut se trouver le roi du monde, et le lendemain, le dernier du monde, parce que toutes vos convictions, tout ce en quoi vous espériez s'écroule, parce qu'il vous est arrivé un client très mécontent, parce que vous pensiez à une commande qui n'arrive pas, parce que vous pensiez que l'ambiance était bonne dans l'entreprise et finalement il y a un gros clash. Donc tout ça est fait d'hommes, et finalement, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, c'est plutôt rassurant. Voilà. Alors, ce qui m'a le plus motivé, et ce qui me motive le plus dans ma vie d'entrepreneur, ce sont mes équipes, ce sont mes hommes. Ce qui m'a le plus des fois découragé dans ma vie d'entrepreneur, ce sont mes équipes, ce sont mes hommes. Et l'inverse est aussi vrai. Je suis sûr que certains de mes salariés ont certainement dit ou peuvent dire la même chose de moi que ce que je suis en train de dire d'eux. Mais on pourrait le dire d'un prêtre avec sa paroisse, d'un évêque avec son diocèse. Bref, on voit qu'on est sur une affaire complexe. Et au milieu de ça, il y a quand même une chose qui nous unit dans le monde de l'entreprise, c'est le travail. Et j'étais plutôt d'accord avec les conclusions de Maurice Thévenet ce matin, où finalement, on se retrouve à parler de plus en plus de travail, parce que, et des fois il m'est arrivé de le rappeler, n'oublions pas qu'une entreprise, c'est avant tout un lieu de travail. Voilà. Alors comment faire en sorte, avec cette contrainte, le travail, parce que c'est une contrainte, comment faire en sorte de traverser ce moment où on travaille ensemble dans l'entreprise pour qu'il soit, entre guillemets, le plus bénéfique, le plus épanouissant pour les uns comme pour les autres. Et là, je voudrais revenir un petit peu sur le sujet du management. Et il y avait ce matin aussi un atelier qui traitait du sujet, se mobiliser, se remobiliser hier dans les groupes de travail. Moi, je remarque une chose, c'est qu'on a de plus en plus de mal à trouver des gens qui ont envie de s'occuper d'autres gens. Et du coup, dans l'entreprise, vous avez des personnes qui ont une capacité de manager et qui veulent s'en détacher. Alors la question c'est pourquoi ? Il n'y a pas c'est multifactoriel très certainement, mais ce qu'on peut constater quand même, c'est que dans l'entreprise, les gens que vous employez, les gens que vous recrutez, ont des vies compliquées. Donc c'est normal qu'ils soient compliqués à manager. Hein. On a la famille, pour un tas de raisons, qui a de plus en plus de mal à éduquer ses enfants, et élever ses enfants, l'éducation nationale qui a de plus en plus de mal à les éduquer. Et puis ces personnes, quand elles arrivent dans l'entreprise, elles arrivent avec, entre guillemets, tout leur antécédent. Et c'est là où nous, employeurs, ou cadres, managers, sont désarçonnés, parce que d'un seul coup, vous avez sur vos épaules ce que papa, maman n'ont pas réussi à faire, quand il y a un papa, quand il y a une maman, ensemble, ce que l'éducation nationale n'arrive plus non plus à faire, et l'éducation nationale pourrait se plaindre de la même chose que l'employeur, et du coup, vous devez faire avec, pardonnez-moi un petit peu de cette trivialité, mais ce que la société vous livre. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal que nous, employeurs, que certains managers, encadrement intermédiaire, soient désarçonnés par le fait qu'aujourd'hui, diriger, manager, encadrer, c'est plus compliqué qu'avant parce que les codes, quelque part, ont été perdus et puis il faut remettre les codes. Alors, sur quoi et sur quelle base on peut repartir néanmoins ? Et je vous assure que ça fonctionne à tous les coups. C'est sur la valeur travail, qui est une valeur cardinale. C'est-à-dire que si vous avez en face de vous une personne qui a perdu tous les codes ou qui ne les a pas acquis, mais qui a simplement cette volonté, cette petite mais énorme bonne volonté de vouloir travailler, là, vous allez pouvoir faire quelque chose de grand. Voilà. Donc c'est pour ça que le travail est très important, bien évidemment pour la vie de l'entreprise, mais pour la société en général. Alors ensuite, comment organiser
le travail dans l'entreprise et la direction. Effectivement, il faut se méfier de notre capacité, quand on est dirigeant, à gourouiser, entre guillemets, votre entreprise. Voilà, on a vu que dans d'autres cercles aussi, ça pouvait être le cas. Donc, il faut... Et d'ailleurs, j'ai très bien aimé notre ami basque ce matin, avec son charmant accent, qui disait les raisons pour lesquelles une coopérative quittait le groupement et une autre rentrait dans le groupement. Hein. Et les caractéristiques étaient très justes. Hein. Et donc, la leçon de tout ça, c'est qu'il faut savoir partager le pouvoir. Mais il ne faut pas tout mélanger. Je vais vous dire pourquoi. Parce que une entreprise, c'est pas chacun peut décider comme il veut, on est tous d'accord. Hein. Et une chose à laquelle, et ça c'est un petit peu mes 30 ans d'expérience de chef d'entreprise, auxquels sont attachés vos salariés, c'est mine de rien la notion de chef. C'est-à-dire qu'in fine, ils ont besoin de savoir qui décide. Vous voyez ? C'est-à-dire que chacun dans ses responsabilités. L'entreprise, et ça, c'est le corpus qu'on a mis en place dans c'est comme dans les voitures électriques, quand la batterie vous lâche, vous êtes arrêté sur le bord de la route. Et donc, vous voyez, c'est que l'entreprise est un bien commun, chacun dans son rôle, hein, les salariés devant avoir la juste protection, la juste rémunération, et la juste loyauté envers un employeur qui, lui, eh bien, va porter le risque. Et d'ailleurs, doit être potentiellement récompensé pour le risque qu'il porte. Et c'est là aussi où vous avez entreprise à entreprise, comme vous avez travail et travail. C'est-à-dire que vous avez en France 1 700 000 entreprises qui ont au moins un salarié. D'accord ? 1 700 000. Vous avez 1500 grandes entreprises. Donc ça veut dire que tout le reste, ce sont des PME, des TPE qui, pour l'essentiel, sont des entreprises à caractère patrimonial. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le chef d'entreprise porte le risque à titre personnel. Dans une entreprise familiale, vous portez aussi votre famille, hein, à travers son métier de dirigeant. Voyez ? Et là, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans votre entreprise, quand vous êtes entrepreneur patrimonial, vous y mettez tout. Et parfois, comme je l'ai fait quand j'ai repris l'entreprise familiale, j'étais caution personnelle pendant plus de 10 ans pour rembourser les emprunts que j'avais signés pour racheter les parts de ma famille. Voyez ? Et ça change beaucoup de choses, il faut bien le comprendre. C'est pour ça que cette notion, moi je vois très bien parfois la grande différence de perception qu'il peut y avoir entre les salariés et les dirigeants d'entreprise que je côtoie souvent, je côtoie les deux. Et souvent, ce dont souffrent beaucoup d'entrepreneurs patrimoniaux, c'est de sentir que le verbe qu'ils conjuguent à tous les temps, tous les jours, qui s'appelle le verbe risquer, est devenu une notion virtuelle dans la société. Voyez ? Et parfois, ils ont vraiment ce sentiment d'injustice, parce que parfois c'est dur, l'entreprise, d'être incompris, parce que finalement, ils sont des risques-tout enquiquinés par des risques-rien. Les risques-rien, ce n'est pas les salariés, ce n'est pas les personnes. Hein. C'est la loi inapplicable, le règlement incompréhensible, la norme absurde. Voyez ? Hein. Et ce dont ils aspirent, il y a 3 choses qui font qu'un chef d'entreprise dort bien. C'est quand il sent que dans son entreprise, il y a une bonne ambiance. Et c'est vrai aussi pour les salariés. Deuxièmement, c'est quand son carnet de commandes est bien rempli, quand il y a de l'activité. On aime le travail, donc plus il y a de travail, finalement, plus on est heureux. Et plus on peut en distribuer. Puis troisièmement, c'est quand on équilibre recettes et dépenses et que l'entreprise est viable. Et quand ces 3 conditions sont réunies, vous avez la performance sociale, vous avez la performance économique, et maintenant, chose nouvelle depuis quelques années, vous avez aussi la performance environnementale. Donc c'est ces contraintes auxquelles nous sommes tous, entre guillemets, confrontés lorsque nous mettons les pieds, qu'on soit employeur ou qu'on soit salarié, dans une entreprise. Alors, je voudrais quand même aborder après un sujet qui peut être très sensible, mais je ne vais pas me défiler, sur se sentir digne. Et à travers cette question, bien évidemment, se pose la question évolution, salaire, etc. etc. Dans notre pays, on n'a pas à rougir de notre SMIC. On a dépassé les 1 400 € net. C'est l'un des plus hauts niveaux de revenus pour commencer dans la vie active en Europe. En revanche, la
où il y a un vrai sujet, et aujourd'hui je n'ai pas la clé, c'est comment 10 ans, 20 ans après, dans certains métiers, dans certaines professions, on est encore à 10%, 20% du SMIC. Et ça, il faut le reconnaître, c'est vraiment désespérant. Parce que vous sentez que d'un seul coup, quoi que vous fassiez, quoi que ce soit l'énergie, quelle que soit l'énergie que vous allez mettre dans votre activité, vous pouvez être bon, eh bien l'ascenseur social ne fonctionne plus, ou fonctionne mal. Hein. Et ça, c'est désespérant. Et je pense que c'est une question de fond, hein, que nous devons, entre guillemets, voilà, à laquelle nous devons trouver une solution. Hein, parce que je pense que c'est une question extrêmement grave lorsque, eh bien, et parfois, même dans des métiers ou en tout cas des professions d'encadrement, hein, lorsque vous sentez que même avec votre bon niveau de revenu, vous ne pouvez plus acheter un appartement, ben, écoutez, se loger dans la pyramide de Maslow, après se nourrir, c'est la base. Voyez, hein. Donc, je pense que... Et l'idée, effectivement, qui est sous-jacente, hein, dans un des ateliers, de dire est-ce qu'on ne pourrait pas organiser mieux le transfert, on va dire, de richesse entre voilà, les personnes plus âgées et la jeunesse, qui est une question de fond, hein, je ne pense pas que ça soit la bonne solution de répondre à cela, parce qu'avant tout, on ne doit pas progresser dans la vie par le transfert de richesse de personnes plus âgées par rapport aux personnes plus jeunes, mais on doit progresser dans la vie par le fruit de son travail et la qualité qu'on y a mise. Et c'est là où, en ce moment, où, effectivement, ça commence un petit peu à se crisper, parce qu'il y a des secteurs où ça ne fonctionne pas ou fonctionne plus. Voilà. Et là, je n'ai pas la réponse. Merci de nous rappeler que le travail est central dans l'entreprise, et c'est le sujet numéro 1, de nous rappeler à la responsabilité du chef d'entreprise, notamment dans les PME, et à ce sujet très important que vous venez de citer, qui est comment retrouver cette notion d'ascenseur social, ce qu'on appelait l'ascenseur social, comment continuer l'évolution. J'ai envie, François Asselin, de revenir un petit peu sur les demandes qu'on voit là apparaître dans ces résultats d'atelier et qu'on a pu aussi entendre hier dans certaines interventions, à savoir justement ces demandes qui concernent par exemple avoir des jours en plus pour s'occuper de ses anciens, de même qu'on a des jours pour s'occuper de ses enfants, des jeunes qui rentrent dans une entreprise en disant mais moi, pour mon équilibre de vie personnelle, j'ai besoin qu'il y ait des jours de télétravail. Voilà, toutes ces demandes sociétales qui arrivent aujourd'hui, qui n'étaient pas présentes il y a 20 ans ou il y a 30 ans quand vous avez commencé. Comment vous les recevez? Est-ce que vous les entendez? Est-ce que vous pouvez en prendre compte? Ou bien les contraintes que vous venez de nous citer vous empêchent de les traiter aujourd'hui? Comment vous-même et comment les autres dirigeants que vous côtoyez prennent ces questions-là? Alors, tant pis, hein, me risque de décevoir. Je pense que sur cette question, je vais être assez franc. Nous devons, en tout cas nous, chez l'entreprise employeur, rester les garants de la valeur travail. Voilà. Je suis assez frappé, et là c'est le syndicaliste qui va vous parler, de m'apercevoir finalement au fil des ans que tout ce qui est considéré comme avancée sociale, finalement ce sont des choses qui sortent les personnes du travail ou de l'entreprise. Je vais vous citer tout un tas de choses, mais je ne voudrais surtout pas en faire un jugement de valeur, mais simplement mettre le constat. Nous sommes passés en 97, et ça a été petit à petit étalé à partir de 2000 dans les entreprises, de 39 heures à 35 heures payées 39. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous le signale, si nous avons des problèmes de coût du travail, c'est parce que pour amortir cette augmentation du coût du travail immédiate à l'époque, de 11,4%, il suffit de faire la règle de 3, on a eu les aménagements au bris, après on a eu les aménagements Fillon 1, Fillon 2, parce que sinon le coût du travail explosait dans notre pays. Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement pris dans cet entonnoir où les entreprises, entre guillemets, bénéficient de plus de 70 milliards d'euros d'allègement social, mais vous enlevez les 70 milliards d'euros, c'est 1 million de chômeurs immédiats de plus. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport Bozio-Versmer. On a, depuis peu, des arrêts de travail qui produisent des congés payés, du non-travail qui produit des congés payés. Je pensais que là-dessus, entre partenaires sociaux, on allait tous bondir en disant non, c'est une coquille, il faut qu'on revienne là-dessus. Le retour que j'ai eu, c'est un acquis social, on ne reviendra pas dessus. On a eu, je vais mettre
les pieds sur un sujet très sensible, nous sommes passés de 11 jours de congés parentaux à 28 jours. Très bien, c'est encore du temps de travail en moins. Voyez, on a abordé le sujet de la semaine de 4 jours. Hein. Dans le subconscient, bien sûr, de tout le monde, c'est le week-end de 3 jours. Parce que si vous mettez la semaine de 4 jours le jeudi ou le mardi, il y a déjà moins de candidats. Voyez, donc, tout ce qu'on considère comme avancée sociale, c'est ce qui sort les personnes du travail ou de l'entreprise, le télétravail. Voyez, hein. Et donc, on sait très bien que la réalité nous impose, en fait, collectivement, à trouver les moyens de travailler plus. Les chiffres qu'a dit ce matin la ministre sont très justes. Sur 100 personnes en France en âge de travailler, vous en avez 64. En Allemagne, vous en avez 74. En Suisse, vous en avez 80. Voyez ? Si on augmentait l'employabilité à hauteur de l'Allemagne dans notre pays, on aurait 300 milliards d'euros de recettes supplémentaires tous les ans. Pourquoi ? Parce que sur la fiche de paye repose tout notre système social et de solidarité. En tout cas, l'essentiel. Voyez ? Donc, vous avez d'un côté cette demande sociétale de dire « j'aurais besoin de temps en dehors de mon travail pour m'occuper de mes grands-parents, de mes parents, je ne sais quoi, de mes enfants, on le comprend tout à fait. Je voudrais pouvoir organiser mon équilibre vie professionnelle, vie personnelle. » Mais oui, mais la réalité, eh bien, c'est que, mine de rien, on est plutôt sur un chemin complètement inverse. C'est-à-dire que si on veut s'en sortir, ça va être très compliqué, vraiment très compliqué d'aller plus loin. Alors, pour autant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous voyez ? Il y a quand même une bonne nouvelle, franchement. C'est que depuis 1983, vous savez, c'est là où on est passé de 65 ans à 60 ans les retraites. On est remonté aujourd'hui à 64. On a gagné 8 ans d'espérance de vie. C'est quand même une superbe nouvelle, vous voyez ? Et donc, le vrai enjeu qui est le nôtre maintenant, c'est de se dire, mais comment je peux rester au boulot le plus longtemps possible en y retrouvant mon compte, aussi bien en termes salariés, de salaire, aussi bien en termes de qualité de vie quoi, et d'intérêt. C'est un lieu social, une entreprise, il ne faut pas l'oublier. Et nous, employeurs, c'est une question qui doit nous habiter, je vous assure. Moi, quand j'ai quelqu'un qui part en retraite dans mon entreprise, c'est une catastrophe, parce que c'est une compétence qui s'en va et dont j'aurai beaucoup de mal, et que j'aurai beaucoup de mal à retrouver, voyez-vous. Donc, c'est vraiment une question centrale qui doit nous habiter. Merci. Si vous me permettez, je voulais justement vous poser une question sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, comment mieux organiser un peu un pacte générationnel de meilleure transmission des savoir-faire. Vous évoquiez l'Hermione et les chantiers de Notre-Dame. C'est la même chose dans des entreprises de très grande technologie. C'est-à-dire comment mieux organiser la... Ça marche, il faut le rapprocher peut-être tout simplement. Voilà, excusez-moi, juste à toute vitesse, comment mieux organiser dans les entreprises la transmission générationnelle des savoir-faire entre les plus anciens à l'égard des plus jeunes. Et puis vous pointiez votre désespoir en tant que dirigeant d'entreprise, que chef d'entreprise, à voir partir les plus anciens. Mais la réalité aussi, François Asselin, vous le savez, c'est que dans beaucoup d'entreprises, on considère maintenant, à partir de la frontière invisible des 55 ans, que vous êtes plus un centre de coûts, de charges, que de richesse et de transmission. Donc comment régler ce défi et ce paradoxe ? Alors, je vais commencer par répondre par la dernière question, parce que je viens d'avoir 60 ans, donc je me sens un peu concerné. Autour de l'emploi des seniors, je pense qu'on se fait vraiment des nœuds dans la tête, dans notre pays en particulier. Je vais prendre des exemples très concrets. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois dans mon entreprise. Vous organisez une formation. Et puis, dans les gens que vous allez former, il y en a qui vont avoir plus de 55 ans, par exemple. Eh bien, vous pouvez avoir quelqu'un de votre service RH qui va dire « Bon, on ne va pas le former, dans 5 ans, il part. » Mieux que ça, vous en parlez à la personne « Oh, écoute, m'emmerde pas avec ta formation, dans quelques années, je ne suis pas là. » Vous voyez ? Donc, ça veut dire que on est tous collectivement un petit peu contaminés par ce fichuage à partir duquel on a le droit de liquider sa retraite pour sortir rapidement du travail. J'ai vécu, mais je vous assure, plusieurs fois dans mon entreprise, des salariés qui m'ont dit « Écoute François,
dans 6 mois, c'est l'acquis, j'ai mes 60 ans, j'ai mes annuités, je me barre. Et je lui dis, tu veux pas rester? Ah non, 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 moi, hop, c'est mon droit, je l'utilise. Ça m'est arrivé, mais une bonne, oui, oui, au moins 6 ou 7 fois, où 3 mois après, la même personne frappait dans mon bureau et dit que François a dit, je ne pourrais pas revenir travailler, voilà. J'ai dit, pourquoi tu es parti? Oh, bah, dit, je pensais que c'était mieux la retraite, etc. Puis dit, finalement, je m'aperçois que je parle à plus personne, ma femme n'est pas encore en retraite, je m'embête chez moi, etc. Bon, le jardin, c'est bien, mais l'hiver, il n'y a rien à faire. Je dis, écoute, moi, j'ai besoin de tes compétences, donc reviens. Hein. Donc, je pense que, voilà, les uns les autres, on a quand même, on a cette capacité à se faire un petit peu des nœuds dans la tête, alors que finalement, la retraite, c'est pas non plus le Graal. Hein. Alors, on n'est pas tous égaux par rapport au travail qu'on peut faire, j'en conviens. Mais quand même, l'entreprise peut intéresser. Hein, quand bien même qu'on est senior. Deuxièmement, avec la réforme récente où vous pouvez travailler potentiellement jusqu'à 64 ans, lorsque vous avez 55 ans, et là je viens d'embaucher 2 personnes qui ont plus de 55 ans, vous vous dites, employeur, je vais investir pour près de 10 ans. Ça change beaucoup de choses. Voyez ? Et la personne qui frappe à votre porte, eh bien, généralement les enfants sont grands, elle a les codes, elle sait, entre guillemets, ce que c'est que respecter une organisation, une entreprise, un horaire des clients, et elle est extrêmement rapidement opérationnelle. En 8 jours, c'est réglé. La personne est opérationnelle. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des jeunes, parce que je les adore, on fait beaucoup d'apprentissage, mais lorsque, sur 3 jeunes que vous recrutez, que vous formez, ben, il y en a 1 sur 3, voire 2 sur 3 qui risquent de vous quitter, et vous n'avez pas compris pourquoi, eh bien, vous dites, ben, finalement, les seniors, c'est pas si mal que ça. Donc, je ne suis pas désespéré sur l'emploi des seniors. On pourrait beaucoup mieux faire. Il y a un vrai sujet qu'a abordé la ministre ce matin, c'est le sujet de l'usure professionnelle. J'ai les menuisiers et des charpentiers dans l'entreprise. C'est sûr que quand vous arrivez à 60 ans et plus, bon, travailler physiquement, ben, c'est plus compliqué que comme moi qui ai fait toute sa carrière dans une voiture, dans un bureau. Et donc, que l'on sache anticiper ces choses-là, ça me semble tout à fait normal, et même c'est impératif. C'est impératif. Et donc, le sujet sur lequel va nous solliciter la ministre du Travail, et on a travaillé avec son cabinet d'ailleurs ce week-end pour la lettre de cadrage, on va ouvrir un sujet avec les partenaires sociaux justement sur l'usure professionnelle, et que peut-on faire pour les métiers concernés par l'usure professionnelle. Et nous sommes très preneurs à la CPME parce que, bien évidemment, ça concerne beaucoup de PME. Que peut-on faire pour, entre guillemets, pour les gens effectivement qui physiquement sont plus exposés que d'autres, faire en sorte que, eh bien, on puisse les accompagner le plus longtemps possible, en tout cas dans les meilleures conditions possibles dans leur travail. Alors c'était quoi la première question, parce que j'étais très long sur la première. Ah oui, transmission jeune. Mais vous savez que 70% de l'apprentissage, ce sont dans les PME, 70%. Et ça, c'est toute catégorie de formation, que ce soit du CAP jusqu'à l'école d'ingénieur, en passant par les masters, c'est 70% dans les PME. Donc, je veux dire, si les PME ne recrutent pas d'apprentis, elles sont mortes. Donc, l'ADN de la PME, c'est l'apprentissage. Alors maintenant, il faut savoir recruter des jeunes, il faut savoir les accueillir, bien les accueillir, il faut savoir bien les conserver. Je vous raconte une toute petite anecdote qui m'est arrivée il y a longtemps dans mon entreprise et ça m'a permis de réagir. C'est que c'était début du mois de septembre, je vais au réfectoire à l'entreprise et je m'assois. J'étais pas avec un costume, voilà, et je m'assois en face de moi, s'assoit un jeune qui venait de rentrer dans l'entreprise, un alternant, un apprenti. Et il y avait les autres salariés qui étaient dans le réfectoire. Je lui dis tiens, t'es qui toi? Alors là, je vois tout le monde se marrer. Puis le jeune, qui avait pas froid aux yeux, il me dit bah toi, t'es qui toi? Ah, alors là, tout le monde se marre, et moi, je ne me remets pas, parce que je dis, écoute, mais c'est qui ton tuteur dans l'entreprise? Tu sais comment il s'appelle? Non, mais il est grand, il a une moustache. Non, il n'a pas de moustache, il est grand, il a des lunettes. Ah d'accord, oui, c'est René. Oh, peut-être bien. Ouais. Et là, je dis, écoutez, vous voyez, moi, je devrais pleurer. Voilà un jeune, fin juin, il sort de l'école. Début septembre, il rentre en milieu professionnel, il ne connaît pas son tuteur, il ne connaît pas son patron. Je suis nul. Voilà. Et donc c'est là où j'ai pris conscience
qu'il fallait vraiment, entre guillemets, s'occuper des jeunes d'une façon objective et pas, entre guillemets, voilà, n'importe comment, qu'il fallait, entre guillemets, avoir une vraie stratégie et un vrai accompagnement, parce que mettez-vous à sa place, il a la chance d'avoir un peu de caractère, parce que sinon, le pauvre, il repart en courant, quoi. Voilà, quoi. Merci. Alors, pendant les quelques minutes qui nous restent, je voulais vous poser également une question dont on a parlé hier et encore ce matin. C'est pour ce qui fait sens, enfin, parmi les critères qui donnent du sens à notre travail, on a cité le fait d'avoir de bonnes conditions de travail, c'est-à-dire des conditions qui permettent de bien faire son travail, d'être fier de son travail. Et ce qui donne aussi, ça nous renvoie aussi à la dignité face au travail, qui a été aussi relevé ce matin. Alors, on connaît les difficultés de recrutement de certains secteurs plus compliqués, l'hôtellerie, la restauration, les services à la personne. Voilà. Est-ce qu'on est devant une impasse? Comment améliorer les conditions de travail? Ont-ils la marge de manœuvre pour améliorer ces conditions de travail, pour permettre précisément des recrutements dont ils ont besoin? Oui. Vous avez des secteurs d'activité où on est vraiment pris en étau. D'abord, il y a des métiers que, je vais peut-être vous choquer, mais nos petits Français ne veulent plus faire. Voilà. Donc ça, c'est un fait. Deuxièmement, vous avez des métiers avec de telles contraintes, travail de nuit, travail décalé, travail partiel imposé, où bien évidemment, faut en vouloir, quoi. Faut bien dire les choses. Compliqué de faire ça toute sa vie, mais c'est inhérent au métier. Quand vous êtes dans l'hôtellerie-restauration, oui, vous risquez de travailler quand d'autres sont assis à une table. Vous risquez de travailler le week-end. Quand vous êtes infirmier, infirmière, là aussi, c'est du 7 jours sur 7, 24-24, donc votre emploi du temps est calé sur, évidemment, les personnes à accompagner. Et là, l'employeur a peu de levier, entre guillemets, côté salarial, pour encourager les gens. Vous prenez les services à la personne, vous vendez, ou même la propreté, vous vendez que du taux horaire, vous vendez de la main-d'œuvre. Quand votre donneur d'ordre, qui parfois est public, vous encadre par un prix imposé ou par un appel d'offres, et que votre marge, c'est quelques centimes d'euros, eh bien, si vous augmentez vos salariés, vous faites péricliter votre entreprise. Et ça, c'est une réalité, partagée d'ailleurs, entre partenaires sociaux et patronat, parce que là, c'est le modèle économique qui est cruel, quoi. Voyez ? Et vous avez beaucoup de structures dans le domaine associatif. À la CPME, vous ne le savez peut-être pas, mais 30% de nos adhérents sont de l'ESS, économie sociale et solidaire. On a parlé des coopératives, la coopération agricole est adhérente de la CPME, donc on connaît bien ces modèles. Eh bien, vous avez beaucoup de structures associatives qui vont du service à la personne, qui tout simplement, en fin d'année, sont à 80% déficitaires, et c'est les conseils départementaux qui font des subventions d'équilibre, sinon elles ne vont plus soigner les personnes. Voyez ? Donc, on est dans une espèce de modèle économique qui est très compliqué, où personne, finalement, n'y trouve son compte. Merci beaucoup, François Asselin, de nous avoir éclairé de votre pragmatisme et des réalités concrètes de chef d'entreprise et très en prise avec les réalités du monde du travail. Je me présente donc, je suis belge, vous allez l'entendre, je suis le directeur du CERAS et je vais vous parler un petit peu du renouvellement de ce qui se passe dans la doctrine sociale. Alors le CERAS, le Centre de recherche et d'action sociale, a une centaine d'années. Il est né autour de la doctrine sociale avec Rerum Novarum, de même que les Semaines sociales de France, de même que l'OIT. Enfin, on est à un moment. Alors, je vais aller très vite sur l'histoire, mais c'est pour vous donner une perspective. C'est sur la condition des ouvriers. Le travail a toujours été au cœur de la pensée sociale, l'enseignement social, ou ce que nous, on dit au CERAS quand on parle à des plus jeunes, les options sociales de l'Église. Et contrairement à d'autres doctrines, elles viennent du bas. C'est le fameux « voir, juger, agir ». En fait, c'est des ouvriers, des ouvrières catholiques du nord de l'Italie qui viennent se plaindre parce qu'elles n'arrivent plus à joindre les deux bouts, viennent voir les curés voient leurs évêques, et puis l'évêque fait une encyclique, une lettre pour tous les chrétiens en 1880.
91 sur la condition. Vraiment, c'est d'abord comprendre et puis agir. Alors, ah oui, c'est moi qui dois pousser. Mais c'est aussi dénoncer. Et lorsque je parle avec des jeunes dans les collèges ou dans des paroisses, et je demande qui a écrit cette phrase, est-ce que ce serait un pape, est-ce que ce serait Gandhi, est-ce que ce serait Marx ou est-ce que ce serait Jean-Luc Mélenchon, c'est très rare qu'ils disent que c'est un pape. Peu à peu, les travailleurs isolés et sans défense se sont vus, avec le temps, livrés à la merci de maîtres inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée. 1891. Alors, la doctrine sociale sur le travail, c'est clairement la référence, c'est Jean-Paul II, presque 100 ans plus tard, Laborem Exercens, où on remet l'homme au centre du travail avec le fait que le travail, c'est d'abord un être humain qui travaille. Ce n'est pas un objet, c'est un sujet. Et cette question-là va être travaillée dans une véritable théologie du travail qui est écrite sous la plume de Jean-Paul II, qui est très proche du syndicat Solidarność, qui est très proche du monde du travail. Il a lui-même travaillé. Alors, ce qui est étonnant dans cette encyclique, c'est que le pape parle beaucoup de domination et de la dignité de l'homme sur le monde. Je lis un extrait. Il faut définir la dignité du travail humain en ayant toujours sur les yeux l'appel biblique à soumettre la terre, en Genèse 1, par lequel s'est exprimée la volonté du Créateur, afin que le travail permette à l'homme d'atteindre cette domination qui lui est propre dans le monde visible. Pour Jean-Paul II, le monde est sous la domination, sous la seigneurie de l'être humain. Et il fait allusion au psaume de la création, le psaume 8, où il dit « L'homme, tu l'as créé un peu moindre qu'un Dieu et tu as mis toutes choses à ses pieds. Tu es le maître du monde. » Alors, cet aspect du travailleur qui va maîtriser, extraire des ressources matérielles, qui va soumettre la terre, les ressources pour les façonner, donc humaniser la ressource de la terre. C'est par exemple l'image du potier. L'argile n'a pas de réalité particulière et c'est l'homme qui travaille, l'artisan qui va en faire un pot, qui va l'humaniser. Et cet aspect-là de la domination de l'homme sur les ressources, c'est quelque chose qui est très important dans la théologie de Jean-Paul II, la théologie du travail. Cependant, il ne faudrait pas réduire Jean-Paul II à une sorte de personne qui va pousser à l'exploitation, à l'extractivisme et tout. Car chaque fois dans son texte, et il ne faut pas l'oublier aussi, Jean-Paul II a des choses extraordinaires, mais dont je ne parlerai pas ici, sur la responsabilité en dernier recours du dernier travailleur. On parle des sous-traitants, mais ça c'est du Jean-Paul II, tout craché aussi. Mais c'est surtout que cette domination de l'homme sur la matière doit être respectueuse de l'homme. Donc si ce processus de soumission de la terre est caractérisé par un immense développement des moyens de production, il s'agit là d'un phénomène avantageux et positif. Le progrès est positif à condition, et c'est important de l'écrire, que la dimension objective du travail, c'est-à-dire que la technique, que la maîtrise, que tout l'environnement objectif matériel ne prenne pas le dessus sur la dimension subjective, c'est-à-dire l'homme travaillant, en enlevant à l'homme ou en diminuant sa dignité et ses droits aliénables. À cette époque-là, et déjà avant, si vous lisez, mais bon, je n'ai pas le temps, mais Populorum Progressio avec Paul VI, nous avons le progrès va permettre au peuple de se libérer, de pouvoir arriver à leur indépendance dans le Sud, et puis le progrès est quelque chose de bon. On va pouvoir évidemment résoudre la faim, résoudre le sous-développement grâce au progrès technique et du travail. Cet aspect de domination est aussi théologiquement fondé par le fait que, comme je l'ai dit, l'homme
Et dans la hiérarchie, je dirais, d'anthropologie divine ou religieuse, ben, il y a Dieu, il y a l'homme, et puis il y a les non-humains. Alors, que se passe-t-il? Et c'est là où on a, je dirais, le changement dans la tradition. Donc, le pape François n'est pas quelqu'un qui va casser tout, il est vraiment dans la tradition de l'anthropologie et puis de la doctrine sociale, mais dans Laudato Si, il va introduire quelque chose de nouveau et il va surtout dire que l'œuvre, l'activité humaine doit être une activité de prendre soin. Alors, on ne parle pas ici du care dans le sens du travail du care, le travail de soin de la personne, c'est plutôt cuidare, c'est-à-dire faire attention. Cuidado, c'est attention, mais c'est aussi soigner le travail. C'est pas simplement prendre soin des autres, c'est aussi prendre soin de soi, prendre soin. Là-dedans, quand je dis que ce n'est pas quelqu'un de révolutionnaire, il se rapporte à évidemment un autre François qu'il cite régulièrement, qui est Saint François d'Assise. Et dans Laudato Si, c'est clair que le pape François, cette fois-ci, écrit « Toutes les créatures sont liées. Chacune doit être valorisée avec affection et admiration. Et tous, en tant qu'êtres, nous avons besoin les uns des autres. Tout est lié, aussi bien le travailleur que la planète, que les autres travailleurs ou que autrui et que Dieu. Les 4 relations de tout est lié. Et ce qui est important dans Laudato Si, c'est qu'il y aura une sorte de remise en cause de cette hiérarchie entre Dieu, les hommes et les non-vivants, les non-humains, les vivants, les non-vivants et la planète. Il va essayer de repenser ça, comme Saint François l'a fait, en disant « ma sœur, l'eau », voilà. Et nous arrivons à cet appel de Laudato Si, qui est un appel non plus à la domination, mais à la responsabilité. Donc on change de vocabulaire tout en étant dans la même tradition de la dignité humaine. Alors, Laudato Si, au numéro 63, il est important, alors c'est une petite pique à Jean-Paul II, je dirais, il est important de lire les textes bibliques dans leur contexte, avec une herméneutique adéquate, c'est-à-dire une interprétation correcte ou contextuellement bonne. Et de se souvenir qu'il nous invite à 2 choses, à cultiver et à garder le jardin du monde. C'est dans Genèse 2. Alors que cultiver signifie labourer, défricher ou travailler. C'est un peu ce que Jean-Paul II mettait en avant. La souffrance au travail, mais aussi la joie de pouvoir faire sortir de la terre un pot, une œuvre. Garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Et donc, dans Laudato Si, on va simplement compléter ce que Jean-Paul II a dit par un regard plus de travail comme œuvre de soin, œuvre d'attention. Et c'est une relation de réciprocité responsable entre l'être humain et la nature. Nous sommes responsables de la nature, mais la nature est responsable aussi de l'homme, puisque sans la nature, nous ne pouvons pas vivre. Alors tout ce que je dis ici, normalement, on avait essayé d'avoir une égalité de genre, comme on dit, donc bon, moi je suis pas, enfin voilà, mais c'est Louise Roblin, c'est Louise Roblin qui est une chercheuse du CERAS, qui a fait sa thèse au CERAS sur cette question-là, et qui a fait une thèse en philosophie pure et dure, je vais dire pas en théologie, à la Sorbonne, sur justement la tradition par rapport à la transition écologique. On en a profité pour faire un colloque de 2 jours à l'UNESCO lors des 100 ans de l'Organisation internationale du travail. Et là, on avait rassemblé toute une série de partenaires pour essayer de réfléchir justement à ce que Laudato Si impliquait sur la transformation, je dirais, philosophique même de notre compréhension du travail. Et on en a sorti un manifeste, enfin surtout elle, parce que moi j'étais plutôt en arrière-fond, et ce manifeste correspond un peu à ce que Louise Roblin, dans sa thèse, a découvert comme modification, une nouvelle coloration, je dirais, de la pensée sociale sur le travail, puisqu'on s'enracinait quand même clairement dans la pensée sociale. Et donc, la dignité humaine, c'était déjà le cas chez Jean-Paul II, c'était déjà le cas à Rerum Novarum, c'est vraiment ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'est dit, le travail décent, vous en avez entendu parler, c'est bien,
pas de faire travailler les enfants, hein, mais on a aussi entendu beaucoup parler du travail qui rend digne. Et donc, nous, on aurait bien aimé, on avait écrit au pape pour qu'il nous fasse une petite lettre, qu'il a fait volontiers, mais ça a été restocké par la secrétaire d'État du Vatican, donc ce mot-là a disparu, mais on aurait bien aimé pouvoir parler du travail dignifiant, c'est-à-dire pas simplement un travail digne et décent, mais c'est aussi un travail qui nous permet d'être plus dignes. Et voilà, c'est encore un travail à faire, enfin encore un objectif à faire, comment rendre le travail non pas seulement digne et décent, mais aussi qui dignifie celui qui le fait. Et puis, la justice sociale et environnementale, on en a parlé énormément, c'est le sens donné au travail, c'est pouvoir être cette responsabilité que nous avons en tant que travailleurs et travailleuses de la planète et autres. Alors, quand on dit ça, et quand on dit que le travail est une œuvre de soin, il ne faut pas... Moi, j'ai souvent en tête, quand je parle de ça, on a parlé des entreprises de propreté. Je pense beaucoup à toutes ces travailleuses et quelques travailleurs qui prennent soin de là où on vit. Et donc, ce n'est pas nécessairement un travail à la personne, c'est un travail même des objets, des endroits, des lieux. Donc, prendre soin du bien commun, c'est aussi prendre soin de notre lieu de travail, c'est prendre soin de l'environnement, et donc c'est toutes les questions d'entreprise à mission, responsabilité sociale et environnementale. Le travail de qualité, la qualité du travail, c'est ce qu'on a entendu ce matin, c'est peut-être ce qui est en train de sortir, c'est la qualité du travail au travail. Et là, tous les participants et tout ce qui est dans l'Audate aussi nous fait penser qu'il est important d'être fier de son travail et que la plupart des burn-out, c'est souvent, entre autres dans les entreprises de propreté, c'est qu'on demande de nettoyer un local avec de moins en moins de temps et de moins en moins de produits et de plus en plus vite. Et donc, ce que moi j'entends chez les personnes qui travaillent dans les entreprises de propreté, c'est de dire, ça nous détruit personnellement de devoir laisser un local qui n'est pas propre simplement parce qu'on n'a pas le temps de les finir. Donc on fait mal notre travail et on est obligé de mal le faire. Mais ça vous détruit votre propre dignité. C'est un travail qui n'est vraiment pas dignifiant. Alors on peut le retrouver dans beaucoup de choses. À beaucoup d'endroits, on entend que les pressions nous empêchent de faire un travail dont on peut être fier, qui a un sens en fait, voilà, dont on peut être digne. Et avoir le regard de Dieu à la fin de la journée sur qu'est-ce que tu as fait, pourquoi aller travailler, le soir pouvoir rendre grâce à Dieu de pouvoir aller travailler parce que ce que j'ai fait, j'en suis fier, j'en suis digne. Si à la fin de la journée j'en suis pas fier parce que j'ai dû faire des choses vendre un produit qui est complètement quinquin, ça ne va pas. Et puis la solidarité internationale, c'est évidemment important. Je vois que le temps file déjà, donc le travail soin, c'est vraiment un lieu d'alliance. Alors je vais terminer un peu plus par une question plus, je dirais, spirituelle, parce que quand même, chez François, la question des options sociales, elle est évidemment emplie de spiritualité. Au lieu de parler de voir, il va parler de contemplation. Au lieu de parler de juger, il va parler de discernement. Au lieu de parler d'agir, il va parler d'amour ou d'action, de charité ou des choses comme ça. Et donc d'alliance surtout. Alors, je termine par cet aspect du travail soin. Donc, travail comme œuvre de soin, comme œuvre d'attention. C'est la vocation du travailleur et de la travailleuse, dans le sens où, au Jardin d'Éden, on l'a vu dans l'Audate aussi, ce qu'on demande à l'homme, c'est d'être jardinier, finalement. Et dans le Jardin d'Éden, c'est ça le métier, on est au jardin. En théologie, on a toujours un peu cette... moi je trouve que c'est une trouvaille géniale parce que ça répond à toutes les questions qui sont impossibles à répondre. C'est le déjà là et le pas encore. Au Jardin d'Éden, il est déjà là, le Jardin d'Éden, c'est le jardin avant la chute, et là, on nous demande de travailler dans ce jardin. Bon, c'est notre foi, on est déjà aimé de Dieu, on a déjà la dignité, on est déjà fraternel, voilà, c'est tout ce que... On est déjà simplement parce que Dieu nous aime. Et puis, c'est pas encore là, parce qu'en fait, le jardin, il a été abîmé, la création a été abîmée, les relations de fraternité ont été abîmées, et donc c'est aussi notre espérance, c'est le pas encore, c'est tout ce que nous espérons.
Et ce que nous espérons, c'est la vie du ressuscité. Or, ce qui est étonnant, c'est qu'au début de la Genèse et à la fin de Saint Jean, on retrouve le même thème. Ayant dit cela, Marie-Madeleine se retourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus, car elle le prenait pour le jardinier. Moi, j'ai toujours dit, elle ne le prenait pas pour le jardinier. Jésus est le jardinier, qui était déjà en train de nettoyer le jardin de la résurrection. En fait, le jardin, il est au début et à la fin. Et donc, prendre soin comme un jardinier, c'est important parce que c'est ça qui est la vocation de l'homme, pas celle d'être hiérarchiquement dans une hiérarchie, c'est d'être responsable du jardin qu'on nous a confié. Le jardin qu'on nous a confié en responsabilité, c'est à la fois la terre, c'est moi-même, il faut prendre soin de soi, c'est ma relation à Dieu, c'est ma relation avec autrui. Alors, je termine par simplement une petite histoire que j'aime bien raconter, parce qu'en fait, prendre soin, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est travailler, participer à l'acte de résurrection. Et donc, si vous regardez la résurrection de Jésus, quand Pierre et Jean arrivent au tombeau, le signe de la résurrection, parce qu'on dit « et à ce moment-là, ils crurent », ben c'est qu'on avait rangé le linceul d'un côté et les bandages de l'autre. Donc, pendant la résurrection, le premier travail du ressuscité ou du moment du ressuscité, c'est le moment où on a pris soin de l'endroit du tombeau. On a rangé les choses. Alors, quand je dis ça aux enfants, ils comprennent un peu. Quand je dis ça aux grands-parents, aux parents, dire que quand vous rangez les chambres de vos enfants, de vos petits-enfants, que vous leur demandez, vous rentrez dans le travail du ressuscité. Prendre soin, ça veut dire que l'endroit devient hospitalier à ceux qui vont venir, dans une classe, dans un local. Prendre soin, c'est vraiment arriver à faire en sorte que les choses se mettent bien à leur place et qu'on puisse transmettre la chose à d'autres. Et donc, voilà ce que je voulais dire, c'est que on est loin d'une théologie du travail qui est définitive, on avance petit à petit. Il y aurait moyen d'aller un peu plus loin, mais là, bon, c'est pas encore le cas, c'est-à-dire que si vous prenez le travail, on l'a dit tantôt, c'est un travail où il y a le collectif, il y a le personnel, il y a la relation au monde et tout. Il y a eu à un moment donné le sacrement, je cherche maintenant, de l'autre, c'était du service, c'était le lavement des pieds. On prenait soin, le sacrement de voilà, qui a disparu. Alors ça, c'est pas très grave, mais je veux dire, on pourrait imaginer que le travail est un lieu sacramentel, c'est-à-dire c'est un lieu où il y a à la fois une parole, il y a à la fois un objet, le travail lui-même, et il y a aussi à la fois des relations, mais surtout aussi quelque chose qui se produit, qui se fait, un acte. Et donc, si on est au service du bien commun, on a une sorte d'œuvre sacramentelle de résurrection lorsque on prend soin du monde qui nous est donné. Et je termine en disant que c'est grâce au CERAS, mais c'est surtout à la recherche. Donc on a des chercheurs au CERAS qui nous permettent justement de travailler là-dessus. Et puis, je termine par un message qui n'est pas le mien, celui du pape aux jeunes. Il faut un changement rapide et décisif, et je vous le dis sérieusement. Je compte sur vous. S'il vous plaît, ne nous laissez pas tranquilles. Merci.